Red Flag, un podcast de l'OME, Observatoire de la maltraitance envers les enfants. Des jeunes témoignent. J'avais peur de lui et je me sentais pas défendue par mes parents. Tout ça s'est beaucoup passé comme étant des disputes entre frères et sœurs, mais que moi je l'ai vraiment vécu comme une agression. C'est vraiment quelque chose qui m'affecte toujours aujourd'hui et dans mes relations, et je me sens pas adaptée dans ma communication avec les autres. Des experts décryptent et s'engagent. Souvent, on a encore tendance à mal discerner la différence entre un conflit et une violence, et du pouvoir, et une emprise, et de l'humiliation, et du harcèlement. Et c'est très différent. Et elle s'est construite avec une base toxique par rapport à son estime d'elle-même, à ce qu'elle vaut. Red Flag, imaginé par Amandine Franzoni et Caroline Naudin. Nous sommes psychologues-chercheuses, doctorantes à l'UNIL. Et la violence envers les jeunes, il faut en parler. Red Flag, c'est un podcast pour aider les jeunes, parce que la violence, c'est pas ok. Violence dans le sport, à l'école, dans le couple et dans la famille. L'épisode d'aujourd'hui traitera des violences dans la famille. Avant d'entendre le témoignage de Marie, avec Caroline, on vous donne des informations sur le sujet. Les violences intrafamiliales, ce sont toutes les formes de violence qui peuvent se produire au sein de la famille. Ça peut être la violence physique, comme des coups, des fessées ou des gifles, de la violence psychologique, comme des humiliations ou des menaces. Ça peut aussi être de la violence sexuelle, qu'on appelle aussi inceste quand elle se produit dans la famille. Et finalement, ça peut être aussi de la négligence, c'est-à-dire l'absence de soins ou d'attention. Aujourd'hui, on va se concentrer sur un type de violence dont on ne parle pas souvent, les violences entre frères et sœurs. Là aussi, elles peuvent prendre différentes formes. Coups, insultes, menaces ou encore des gestes sexuels. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces violences, elles peuvent aller dans les deux sens. Ce n'est pas toujours le frère qui est violent avec la sœur ou l'aîné qui est violent avec le ou la plus jeune. Les conséquences de ces violences sont souvent sous-estimées, mais pourtant, elles sont importantes. Ce ne sont pas de simples disputes. D'ailleurs, des études montrent que les enfants qui en sont victimes peuvent souffrir entre autres d'anxiété, de dépression, d'un sentiment de rejet. Et ça peut avoir des impacts à long terme, comme sur les relations plus tard. Malheureusement, ce sont des violences qui arrivent assez fréquemment. Par exemple, des études internationales montrent qu'entre un tiers et la moitié des enfants peuvent être concernés par des formes de violence entre frères et sœurs. C'est difficile de trouver des chiffres qui concernent directement la Suisse, mais dans un autre contexte francophone, le Québec, une étude a montré qu'une part significative des violences intrafamiliales viendrait des sœurs ou des frères, mais qu'elles sont souvent banalisées ou non reconnues comme telles. Au-delà des chiffres qu'on a pu entendre, il y a des victimes, comme Marie, qui a vécu de la violence de la part de son frère pendant son enfance. C'est la pédiatre Sarah Depalon qui va nous accompagner et qui va réagir au témoignage de Marie. Sarah Depalon est spécialiste en pédiatrie sociale et entre autres responsable du CAN Team du CHUV, qui est le groupe hospitalier de protection de l'enfance. C'est le moment d'écouter Marie qui raconte ce qu'elle a vécu. J'ai grandi donc avec un frère plus âgé. Il y avait un peu une dynamique de pouvoir de la part de mon frère. C'était pas forcément physique, c'était aussi plus... J'avais peur de lui parce qu'il était plus grand que moi et parce que je savais que s'il me tapait, ça faisait mal. C'était un peu comme, être dans la maison avec un homme en colère, dans le sens où j'avais une crainte de lui, de part de peut-être ce qui s'était passé une ou deux fois, dans le sens où la violence n'était pas récurrente, c'était pas tous les jours, toutes les semaines, mais dans le sens où j'avais peur de lui et je me sentais pas défendue par mes parents. Et que tout ça s'est beaucoup passé comme étant des disputes entre frères et sœurs, mais que moi je l'ai vraiment vécu comme une agression. Ouais, pour eux c'était plus des... Et c'est vrai, d'une certaine manière c'était des chamailleries, mais disons que je pense que c'est tous les éléments mis ensemble qui font que c'était une situation plus complexe que ce qu'ils voyaient. Je pourrais pas dire exactement s'il m'a beaucoup tapé, parce qu'il y avait aussi, vous voyez un peu ce jeu de « Ah, on joue à la bagarre », mais vu que j'étais quand même plus petite, je pense par exemple dans ces jeux de bagarre, au bout d'un moment je voulais que ça s'arrête. Des fois c'était juste, il était sur moi, il n'y avait pas de coup ou quoi, c'était juste, je ne pouvais pas bouger. Et j'étais terrifiée par le fait de ne pas pouvoir me libérer de ça,
Enfin, c'était des moments où après, je me sentais vraiment pas bien et puis ça me restait un moment après. Et c'est vrai que en grandissant, physiquement, ça s'est pas mal calmé parce que aussi lui, on était plus chacun dans notre coin. Mais j'ai continué longtemps à avoir peur de lui. J'ai jamais été, je pense utiliser le terme frappée. J'ai jamais été frappée par lui. J'ai pas eu de coup qui laissait un bleu, par exemple. Disons, la domination était jouée, enfin plus au niveau psychologique, parce que j'avais peur de lui physiquement, parce qu'il était plus grand que moi, parce que j'avais peut-être déjà dû recevoir un coup quand on se disputait, et du coup j'avais peur de lui. Mais disons que c'est vrai que ça a jamais été vraiment... je me suis jamais fait frapper de manière... où je me retrouve et je suis mal en point, ni un coup qui a laissé, comme j'ai dit, un bleu ou du sang, ou voilà. Il y a eu une fois, à un certain âge, où j'ai dit quelque chose qui a pu le blesser parce que il n'y avait pas une superbe communication dans la famille, donc je n'étais pas trop au courant de ce qui se passait pour lui. Et du coup, j'ai dû faire un peu une remarque. Justement, j'avais pas mal de colère contre lui, donc je m'étais permis de dire quelque chose. Et il m'a plaqué contre le mur par la gorge. Et c'était pas... il m'a pas... De nouveau, c'est un peu bizarre cette ambivalence où je pense peut-être d'une manière, je sais pas si je savais qu'il allait jamais aller jusqu'au bout, qu'il allait jamais me faire un bleu, mais c'est vrai que là, j'ai eu tellement peur. Moi, j'ai commencé à crier. Il y a mon père qui est descendu et qui nous a séparés, mais de nouveau, c'était un peu... juste on arrête ce qui se passe là, et puis voilà, quoi. C'est en mode... on passe à autre chose. Marie, elle nous parle de différentes choses dans son témoignage, mais quels sont les types de violences qu'elle a subies selon vous ? Évidemment qu'elle a subi de la violence physique. Elle dit que c'est pas récurrent, mais oui, ça l'était. C'était la violence répétée, et ça c'est important parce que c'est plutôt comme elle l'a dit ensuite, la durée qui est plus importante que l'importance des coups ou des insultes sur le moment. La violence verbale avec des insultes, du dénigrement, de la violence psychologique quand elle est peut-être ignorée ou que sa souffrance est banalisée ou qu'elle est menacée d'une certaine manière. Et puis je pense ce qui est important, c'est on entend son discours d'isolement et de solitude, et le fait qu'elle n'a pas été défendue par ses parents, et donc peut-être le plus important, c'est cette négligence de la part des parents, cette absence de positionnement de la part des parents qui a fait beaucoup de dégâts, parce que ça aurait été possible dès les premières années de faire entendre comment on se respecte dans la fratrie et ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas, parce qu'on dit souvent aux parents laisser les frères et sœurs se disputer, les conflits, ça construit, et c'est vrai qu'il y a une partie de conflits, de disputes qui sont souvent réciproques, qui sont symétriques, qui peuvent construire un enfant quand il n'y a pas de violence trop importante, mais là on entend bien l'asymétrie, le pouvoir, la peur, qui est vraiment une situation qui doit questionner dès les premiers symptômes, dès les premiers appels, les parents et doivent pouvoir protéger les enfants victimes de violences. À présent, je vous propose qu'on écoute la suite du témoignage de Marie. Entre mon vécu et ce que toutes les autres personnes en ont perçu, c'est très dur de me dire à quel point est-ce que ce que j'ai vécu c'était vrai, à quel point il y a des choses qui m'étaient propres ou pas. Et c'est vrai que c'est pour ça aujourd'hui c'est toujours un peu dur d'en parler. Quand j'ai commencé à aller vraiment pas bien, disons, mentalement dans l'adolescence, et qu'au bout d'un moment j'ai vu justement des professionnels de la santé mentale, où je me suis dit ça c'est vraiment quelque chose qui m'affecte toujours aujourd'hui et dans mes relations, et je vois que ça joue beaucoup dans mes connexions avec les autres, parce que j'arrive pas à faire certaines choses, je me sens pas adaptée dans ma communication avec les autres. J'ai commencé à être assez anxieuse justement à l'âge un peu adolescence, donc 15-16 ans, parce qu'il y avait aussi une forme, ça j'ai oublié de le dire, une forme d'humiliation, parce qu'à l'école j'étais moquée beaucoup pour mon poids, et à la maison par lui aussi.
beaucoup sur mon poids. Ça, c'est, je pense, un des aspects qui, quand j'étais petite, je réagissais beaucoup avec énervement. Enfin, c'est ma première réaction, c'était d'être énervée. Et c'est le seul souvenir que j'ai de ça. Sur qui j'étais, il n'y avait rien. Enfin, ma personnalité, il n'y avait rien. C'était vraiment sur le physique. C'est un non-moqueur, comme on peut dire. C'était pas ça, mais en gros, une grosse vache, quoi. Enfin, c'était quelque chose comme ça. Et c'est vrai que sur le moment, j'étais plus énervée par l'insulte. Enfin, moins par son implication, je pense. Plus juste par le fait d'être insultée. Mais c'est vrai qu'additionné à d'autres parties de ma vie à ce moment-là, sur le long terme, ça a fait que ça m'est resté comme quelque chose de... en fait, on me fait souvent cette remarque-là. Donc il y a quand même quelque chose qui doit être vrai à cet âge-là. Qu'il y avait un fond de vérité dans ce qu'on me disait. Ça, je dirais, c'est ce qui a été impactant sur la durée. C'est des choses qui, même après qu'il ait arrêté, parce que je pense après justement mes 15 ans, il a plus dit ce genre de choses, mais ça m'est resté. C'est des choses qui aujourd'hui, par exemple, l'image de moi, où j'arrive pas à être en couple avec quelqu'un, parce que je me sens pas apte à être aimée comme je suis. Dans mes relations amicales, j'ai tout le temps l'impression que les gens ne m'aiment pas, que je dois me battre pour ma place, que c'est tout le temps une remise en question, donc à ce propos de l'image de moi. Et après, au niveau confrontation, j'ai beaucoup de peine à dire aux gens, à donner mes limites, beaucoup. Je me suis retrouvée dans des relations pseudo-amoureuses où ça se passait pas très bien parce que j'arrivais pas à mettre des limites, justement parce que j'avais l'impression que si je disais que j'étais pas OK avec quelque chose ou que voilà, la personne allait s'énerver, allait plus m'aimer et c'était quelque chose de plus grave que mes limites ne soient pas respectées. Marie, elle nous parle de conséquences qui la touchent encore aujourd'hui, comme l'anxiété, une mauvaise image d'elle-même ou même des difficultés à poser des limites. Est-ce que ce sont des conséquences qu'on retrouve souvent chez les jeunes qui ont subi ce genre de violence ? Oui, tout à fait. Et ce qu'on entend de Marie, c'est qu'elle a vécu ça longtemps, et dans des périodes où on se construit, où on a les clés pour reconnaître ce qui est OK et ce qui n'est pas OK. Elle ne les a pas eues, et donc elle n'a pas pu se défendre, on n'a pas pu la défendre, et elle s'est construite avec une base toxique par rapport à son estime d'elle-même, à ce qu'elle vaut, comment on construit une relation avec autrui, comment on se fait confiance. Et on voit que l'impact est durable. Après, elle a fait un énorme travail. Hein. Elle décrit très bien son ressenti, elle décrit très bien son ambivalence et ses difficultés actuelles. D'avoir pu identifier ça, je pense qu'elle est encore relativement jeune. C'est plutôt positif et c'est de bons pronostics. Mais on voit l'importance justement de ces troubles qui peuvent être des troubles dépressifs ou anxieux, mais ça peut être aussi des difficultés dans des troubles alimentaires qui s'installent quand on a des remarques sur son poids. Ça peut être parfois des idées noires, ça peut avoir un impact aussi sur ses comportements à risque ou des dépendances. Enfin, l'impact est très important et on sait aussi qu'à long terme, ce stress chronique peut avoir une influence sur des maladies métaboliques. On peut faire des infarctus plus jeunes, on peut avoir des difficultés en lien avec l'immunité ou des problèmes de cancer. Enfin, maintenant, il y a beaucoup de travail qui a été fait là-dessus. Alors, le fait que Marie ait pu prendre ça en main et chercher des thérapeutes, c'est excellent pronostic parce que souvent, on continue ces situations de stress et on se remet dans des situations de relations toxiques qui nous font du mal pendant encore des années et des années. Donc, je pense que pour Marie, sa prise en charge et l'identification de cette violence vécue enfant va être très très salutaire pour la suite de sa vie et de sa santé. Est-ce que les jeunes qui vivent ces violences et ce genre de situation ont parfois du mal à reconnaître que ce sont des violences ou à se sentir légitimes à en parler ? Eh bien oui, surtout quand c'est de l'intrafamilial, parce qu'on se construit avec sa famille. Dans la petite enfance, on ne connaît rien d'autre. Et c'est souvent justement à l'adolescence, quand on va manger chez des amis, qu'on est autour d'une table et puis qu'on voit que les personnes se parlent normalement, qu'une mère défend sa fille, se positionne, qu'on se rend compte que ce qu'on vit à la maison n'est pas normal et n'est pas sain. Donc c'est souvent en sortant de la maison et donc assez tardivement qu'on s'en rend compte. Ça peut être des copines avec qui on discute, ça peut être un professionnel, ça peut être une collègue de travail qui tout d'un coup peut
faire réaliser à la personne que ce qu'elle a vécu est de la violence, mais c'est souvent assez tardif. Et il y a aussi cette loyauté de vouloir protéger sa famille, parce qu'on n'est jamais violent par plaisir, hein. C'est souvent des personnes en souffrance, qui sont déjà en difficulté, qui sont ou violentes ou négligentes avec l'enfant. Et donc j'ai aussi eu pas mal d'adolescents qui ont attendu 18 ans pour me dire qu'ils vivaient de la violence, parce qu'ils savaient qu'on pouvait un peu moins agir, et pénaliser, sanctionner, demander des comptes aux parents. Donc ça m'a toujours frappé, cette attente des 18 ans pour pouvoir révéler les violences qu'ils avaient déjà identifiées depuis quelques années. À un moment donné, Marie, elle nous dit qu'elle pensait qu'il devait sûrement y avoir un fond de vérité dans ce qu'on lui disait. Qu'en pensez-vous ? C'est vrai que quand on entend à répétition qu'on est nul, qu'on vaut rien, qu'on a un petit cerveau, qu'on est trop gros, qu'on est trop grand, trop petit, trop moche, etc., ça affecte l'estime de soi et puis on y croit et puis on pense que c'est nous le problème, surtout si on n'a pas le retour, si on n'a pas une maman qui nous dit n'écoute pas ton frère, tu es magnifique, chacun est encore différent, chacun a sa beauté, ses ressources, et puis qu'on n'a pas le retour qui nous permet d'analyser pourquoi est-ce qu'on est insulté régulièrement, toujours sur le même problème, par exemple physique. On ne peut pas se construire et penser que ce que disent les personnes les plus importantes dans notre vie, notre grand frère, nos parents, est faux. Red flag. Nous retrouvons Marie qui raconte comment la relation avec son frère a évolué avec le temps. En grandissant, je me suis aussi rendu compte que voilà, lui, il vivait des choses pas non plus agréables à l'école. Il avait beaucoup de soucis à l'école. Malheureusement, nos parents n'ont pas été très présents pour nous deux. Aujourd'hui, je lui en veux plus, mais pendant longtemps, je lui en ai beaucoup voulu. Et j'ai eu de la peine en fait à le voir sans avoir de la colère et de la peur, parce que j'osais pas lui dire ce que je pensais, j'osais pas dire quand il m'énervait. Mais en fait, j'avais énormément de colère refoulée contre lui. Et du coup, on avait une très mauvaise relation. Et pendant longtemps, je me disais, mais en fait, on a des liens de sang, mais moi, j'ai aucune affection pour lui. Et c'était très bizarre parce que lui, il avait des moments où je pense il avait envie de montrer son affection après ces années où c'est devenu beaucoup plus calme et puis jusqu'à qu'il n'y ait plus rien. Et moi, je me sentais très mal à l'aise avec ça parce que je me disais, mais enfin, c'est comme si ça n'avait jamais existé en fait. Et puis c'est vrai que c'est pas quelque chose sur lequel on a mis un mot pendant longtemps. Autant avec mes parents qui étaient un peu dans le oui, bon, c'est vrai que même là aujourd'hui, quand je vous en parle, c'est dur de me sentir valide dans l'idée que c'était une forme de violence, parce que comme j'ai dit, c'était pas non plus super récurrent, et puis il vivait, ça s'est arrêté, puis parce qu'il a grandi aussi. Il y a eu des moments comme ça, des conversations avec aussi une famille un peu plus étendue, où voilà, il y a eu tout d'un coup quelqu'un qui disait oui, enfin c'était des disputes entre frères et sœurs, et puis moi, sur le moment, ça me braquait vraiment, et je me disais, mais c'était pas des disputes, enfin moi je me suis sentie oppressée par cette relation, le fait qu'on me prenait toujours pas au sérieux, peut-être qu'ils s'attendaient en mettant des mots dessus à ce que je leur demande d'en vouloir à mon frère ou quoi, alors que c'est pas ce que je demandais. Ouais, en grandissant, lui il s'est rendu compte aussi que ce qu'il faisait c'était pas correct envers moi et il m'a dit plusieurs fois qu'il s'en voulait. Donc aujourd'hui, j'ai pas du tout de ressentiment, c'est plus une question aujourd'hui de comment ça m'impacte toujours. Et que voilà, de pouvoir accepter que ça fait partie de mon parcours sans lui en vouloir ou lui en tenir rigueur aujourd'hui. Dans la famille, c'est peut-être le seul qui l'a reconnu. Et je pense qu'il ne s'est pas rendu compte, parce que c'est vrai que quand on regarde, je pense, d'un œil extérieur, c'est peut-être quelque chose qui n'était pas si... Comment dire ? C'était pas des moments sympathiques, mais on peut peut-être se dire que sur le long terme, ça fait pas tant d'effet que ça. Je pense que c'était combiné au fait que voilà, à l'école, ça se passait pas bien non plus, que mentalement, j'étais un peu isolée, enfin dans le sens, j'avais pas vraiment d'espace avec mes parents pour en parler. Donc disons que c'était effectivement une combinaison de choses. Je peux pas dire que c'était que des choses qui aujourd'hui m'affectent, c'était que de sa faute, enfin de la faute de ce qui s'est passé. Mais je pense que c'était important pour moi qu'il le reconnaisse, et je sais que récemment, on a eu une discussion par rapport à quelque chose et que je sais que moi je lui ai dit à un moment, mais parce que justement peut-être je me suis sentie un peu invalidée par quelque chose qu'il a dit et j'ai dit mais moi j'étais terrifiée par toi en fait,
J'avais peur de te parler, j'avais peur de tes réactions. Et j'ai vu sur le moment qu'il ne se rendait pas compte que peut-être un acte pas si énorme, en fait, sur moi, ça avait eu un impact plus grand que ce qu'on pourrait penser. Sarah de Palan, est-ce qu'on peut reconstruire une relation frère-sœur après avoir vécu ce que Marie a vécu ? On ne peut pas toujours reconstruire. Dans cette situation-là, de nouveau, je suis extrêmement admirative justement du travail qu'a fait le frère aussi. Parce que des fois, quand on a des comportements violents, on reste une personne violente et dans le déni, et on reproduit ça dans son environnement adulte, avec sa nouvelle conjugalité ou sa famille. Et il n'y a pas de reconnaissance. Je pense là, le fait que ce frère reconnaisse, c'est très important pour Marie. Moi, je pense que c'est une étape qui est très importante, parce qu'autrement, ça veut dire qu'on fait vivre une deuxième violence à la victime, quand on ne reconnaît pas les violences qu'elle a subies, que l'on entend, quand elle dit qu'on a banalisé ce qu'elle vivait en disant que c'était des simples disputes entre frères et sœurs, c'est une deuxième gifle qu'on reçoit. Et là, le fait qu'ils reconnaissent cette violence-là, ça soigne. Ça permet de dire oui, tu as vécu de la violence, oui, tu as été victime de violence, et je le reconnais, je m'en veux, j'avais pas réalisé l'impact que ça pouvait avoir sur toi, et puis ça s'est arrêté. Et si ça s'arrête pas, quand l'auteur des violences est d'accord de se soigner, d'aller consulter par rapport à ces problèmes de comportement violent, c'est aussi un pas qui est très important pour que la personne puisse se ressentir aussi en sécurité dans ce qu'elle a envie de construire avec la personne qui a été violente par le passé. Mais entre frères et sœurs, je pense qu'il est important aussi de dire, c'est que l'auteur des violences était un enfant, un adolescent, et donc n'était pas un adulte. Et donc c'était un adolescent en construction qui apparemment vivait des difficultés et de la violence à l'extérieur de la maison, et donc qui devait peut-être rejouer certains traumatismes vécus à l'extérieur d'une manière un peu thérapeutique, ou retrouver un peu de pouvoir sur sa vie par rapport à des humiliations qu'il vivait à l'extérieur. Donc on peut comprendre peut-être ces mécanismes, ces comportements violents avec des parents qui banalisaient, ou voire qui, comme il ne se positionnait pas, validaient peut-être cette forme de violence. Donc il avait de la peine à avoir les outils pour comprendre tout le mal qu'il faisait à sa petite sœur, et il a mis longtemps à réaliser cet impact. Donc dans cette situation-là, de reconstruire un lien, je pense que c'est tout à fait possible. Et est-ce que vous diriez que les violences entre frères et sœurs sont souvent banalisées dans la famille, ou plus largement un peu dans la famille étendue ? Oui, parce que c'est vrai qu'on essaie de rassurer les parents en leur disant c'est normal que des frères et sœurs se disputent. Il y a des études qui montrent que vers l'âge entre 3 et 5 ans, il y a environ un conflit toutes les 10 minutes, ou 8 conflits par heure. Enfin. Et souvent, on a encore tendance à mal discerner la différence entre un conflit et une violence, et du pouvoir, et une emprise, et de l'humiliation, et du harcèlement. Et c'est très différent. Et quand les parents ont les clés, ont été éduqués dans un système sain, où on les outils pour pouvoir discerner ce type de violence par rapport au conflit, ces violences ne se passent pas. C'est-à-dire que des parents qui font un jeu de société avec leur enfant le soir, et puis qui voient que le grand frère se moque, dénigre, humilie sa sœur de manière répétée, doivent se positionner, doivent reprendre, doivent expliquer l'impact que ça a sur la sœur. Et probablement que ça n'a pas été fait dans cette famille pour des raisons, comme je dis, aucun parent n'est négligent par plaisir, aucun grand frère n'est violent par plaisir. Donc c'est probablement des outils qu'ils n'avaient pas, parce que peut-être qu'ils ont eu l'impression de faire tellement mieux que ce qu'ils avaient reçu eux-mêmes en tant qu'enfants. C'était des choses qui étaient banales et tellement plus légères que ce qu'ils avaient vécu eux-mêmes, ou alors c'est des personnes qui étaient très occupées par leur travail, qui étaient dans des situations précaires, ou qui avaient des difficultés psychologiques, d'autres préoccupations, et qui n'ont pas pu protéger leurs filles et leurs enfants de ces violences. Mais oui, en général, c'est banalisé, et j'aimerais pas non plus que les parents s'alertent ou s'alarment dès que des enfants se chamaillent, parce que le conflit est constructif et sain quand il n'est pas répété et asymétrique comme il l'est dans cette situation-là. Le temps a passé, et pour Marie qui, on l'a entendu, souffre encore des conséquences des violences qu'elle a subies plus jeune, c'était important de dire qu'elle n'a pas de rancœur envers son frère, et qu'elle éprouve même une certaine forme d'empathie. Vous voyez, on ne peut pas vraiment figer la personne dans son action.
Malgré tout, c'était plus une réaction à son environnement. Pour moi, actuellement, il n'est pas intrinsèquement mauvais. Je pense qu'il ne l'a jamais été. C'est toujours dur d'avoir conscience des deux, d'accepter que j'ai le droit d'avoir été affectée par ça et de le revendiquer sans lui faire du mal à lui aujourd'hui. Parce que c'est vrai que des fois, c'est dur de dire « oui, ça s'est quand même passé et il y a un moment où je t'en ai longtemps voulu » sans voir que ça lui fait de la peine. Pour Marie, ça semble clair qu'elle a subi des violences de la part de son frère, mais pour autant, elle ne l'enferme pas dans un statut de méchant et éprouve de l'amour pour lui. Sarah de Palan, que pensez-vous de cette ambivalence ? Alors, je pense qu'il est important, c'est toujours de condamner le comportement et pas la personne. Surtout dans l'enfance et l'adolescence, parce que, comme elle le dit très bien, personne n'est figé dans une personnalité, surtout à cet âge-là. Et donc, on voit bien le chemin qu'a fait son frère. Et quoi qu'il en soit, je trouve assez touchant. Hein. On voit ce lien qui reste important quand elle a peur de blesser son frère. Elle veut prendre soin de son frère. On voit que le lien, il est là. Il y a de l'amour, il y a de l'affection pour ce frère. La première victime, c'est quand même elle, et c'est toujours étonnant comme les victimes ont peur de blesser l'auteur ou peur d'accuser quelqu'un ou de lui faire du mal, alors que la personne qui souffre le plus actuellement, c'est Marie. C'est des comportements qui étaient inacceptables, qui ont été reconnus. Red flag. Bien sûr que c'est douloureux de reconnaître ce qu'on a commis comme violence quand on était jeune, mais on était immature, on a été victime de violence, on n'a pas été guidé par des parents qui nous ont appris à faire au mieux. Donc il y a plein de raisons, malheureusement, qui ont fait que ces comportements étaient violents. Mais il a une chance justement de pouvoir s'élever. En reconnaissant ces violences, je pense que c'est une énorme opportunité pour lui, avec ce que Marie a pu lui dire, de devenir une personne meilleure, que ça soit en conjoint, que ça soit en ami, que ça soit un grand frère évidemment, ou en futur parent. Je pense que c'est une grande chance de s'élever et pas d'être blessé. Je pense que ça, c'est du passé et il peut reconstruire quelque chose grâce au témoignage de Marie qui lui fait prendre conscience justement du mal qu'on peut faire par des paroles. Marie a une question pour vous. Comment elle et eux, en tant que professionnels, ils considèrent ce type de situation ? C'est des situations, je pense, qui sont totalement sous-détectées. C'est-à-dire que nous, quand on les rencontre, c'est parce qu'il y a quelqu'un d'autre que la petite sœur, par exemple, qui est atteinte par cette violence. C'est par exemple quand le grand frère s'en prend aux parents, ou s'en prend à d'autres élèves de la classe, ou est pris dans des violences dans la rue. Et c'est à ce moment-là qu'on se pose la question, tiens, comment ça se passe pour le petit frère ou pour la petite sœur ? Nous, professionnels, on doit toujours s'améliorer, que ce soit les pédiatres, que ce soit les enseignants, que ce soit des assistants sociaux, à poser la question. Parce que je pense qu'une petite Marie de 10 ans ou de 12 ans qui voit sa pédiatre pour des maux de tête ou des maux de ventre, si on ne lui pose pas la question de comment ça se passe à la maison, on n'aura pas de réponse. Et je pense qu'on doit continuer à former les professionnels parce que la violence est fréquente et ça fait partie de la vie et il faut la détecter le plus vite possible. Donc on a aussi, nous, une responsabilité en tant que professionnels de détecter cette violence pour ensuite inviter les parents et voir s'ils comprennent, s'ils prennent la mesure de la souffrance de leur enfant. Un enfant, il parle souvent aussi par le corps, c'est pas seulement les paroles, ça peut être des maux de ventre, des troubles du sommeil, des résultats scolaires qui sont en baisse, un appétit qui devient moins important. Enfin, il y a des symptômes un peu fonctionnels qui doivent être en drapeau rouge par rapport à une possible souffrance et donc une possible violence intrafamiliale, mais on oublie souvent la fratrie. Hein. On pense souvent que les parents peuvent être violents physiquement et la fratrie est souvent oubliée dans ces situations-là. Donc on a encore beaucoup à faire pour limiter aussi la violence éducative ordinaire, comme on en parle, que c'est pas éduquer un enfant que lui crier dessus ou de négliger ou de mépriser sa souffrance. Un grand merci Sarah de Palan pour votre intervention. Avant de terminer, nous aimerions revenir sur certaines situations pour savoir si ce sont des red flags ou non. Avoir peur de dire certaines choses à son frère ou sa sœur, red flag ? En fait, d'avoir peur de son frère ou de sa sœur, c'est un red flag. Donc c'est quelque chose qui doit questionner. Qu'est-ce qui se passe ? De quoi j'ai peur en fait ? Est-ce que j'ai peur qu'il m'insulte ? Est-ce que j'ai peur qu'il me méprise, qu'il se moque de moi, qu'il me prenne pas au sérieux ? Ne pas se sentir en sécurité à la maison, red flag ?
bien sûr, c'est un red flag et c'est vrai que l'endroit le plus dangereux pour un enfant, c'est la maison. C'est là où les violences sont les plus importantes, donc ça ne devrait pas être le cas. On devrait se sentir rassuré et protégé à la maison. Se moquer de son frère ou de sa sœur sur son poids ou son apparence, par exemple, red flag? C'est red flag quand ça se répète. C'est-à-dire qu'on peut tous être maladroits, on peut tous dire des choses stupides, qu'on soit adulte ou enfant, à son frère ou sa sœur, et sans vouloir ou sans rendre compte, ou pas s'en rendre compte parce que c'était une fois dans le cadre, par exemple, d'un jeu de société. Mais quand les choses se répètent, oui, c'est un red flag. Sarah de Palan, merci beaucoup. Si ce que vous venez d'entendre vous fait penser à une situation que vous vivez ou vous fait penser à quelqu'un de votre entourage, n'hésitez pas à faire appel aux ressources qui sont en description de l'épisode. Un grand merci à Marie pour son témoignage, car ce n'est pas facile d'en parler. C'est grâce à elle, mais aussi aux autres jeunes qui ont accepté de témoigner pour Red Flag, qu'on participe à la lutte contre la violence envers les jeunes. La violence, c'est pas ok, et ça ne le sera jamais. Essayez donc de ne pas rester seul.